Je vais parler de plusieurs points. Le titre au début que Denis m'avait envoyé était assez trash. C'était de son propre aveu. C'était transition ou catastrophe ou effondrement. Ouais. Je faisais avec transition ou effondrement. En disant, il m'a dit, on lance une démarche de réflexion. Et donc, on va commencer par quelque chose qui frappe fort et qui brasse un peu les certitudes. Alors, je me suis mis sur le cas de l'effondrement, ou en tout cas sur le cas de qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en transition rapide actuellement. Donc, les forces qui nous maintiennent dans une trajectoire d'effondrement, malgré des victoires importantes comme celle dont je vais parler dans quelques secondes. Donc, je vais en gros parler d'énergie, d'hydrocarbures en particulier, et des forces en présence qui nous maintiennent dans un univers énergétique où on a besoin de brûler des hydrocarbures. Je ne dis pas qu'on a besoin d'hydrocarbures, je dis qu'on a besoin de brûler des hydrocarbures. Il y a une distinction là qui me semble importante. Et je vais essayer de soulever peut-être aussi en même temps, à travers cette analyse-là des forces en présence, c'est quoi les leviers de lutte qu'on pourrait avoir pour avancer dans la transition. Puis je vais finir avec pas finir, mais je vais entre autres aborder une question qui m'a été amenée par Christian, qui est ici, qui est la question du gaz naturel liquéfié, qui va devenir, je crois, un enjeu très important dans les années à venir. Je vais essayer de faire une première esquisse, il va pouvoir me dire après ça a l'allure ce que je prépare pour ça. C'est ça, la colloque de Nature Québec, mais j'ai quelques idées que je voulais soumettre comme ça. Et après, ben c'est ça, la place du Québec dans tout ça, comment on s'inscrit dans ce champ de force-là. Et je vais terminer, parce que là, ça va être déprimant si j'arrête là, sur des idées de transition, mais très rapidement, évoquer l'idée de décroissance, ça veut dire quoi? Je veux laisser la place à Harvey, Carole et Christian pour pouvoir aborder les questions. C'est des gens qui en ont autant, sinon plus, à dire comment. Voilà. J'ai pas de PowerPoint. On n'est pas dans un cours. J'ai pas envie d'utiliser, même dans les cours, j'utilise plus ça. Mais je vais partager les chiffres avec vous, mais je veux surtout partager un raisonnement puis un ensemble d'idées. Alors, je vais commencer par la mort d'Énergie-Est. Qu'est-ce qui a tué Énergie-Est? Évidemment, on l'a tué nous autres, il faut s'en féliciter. On fait partie des forces en présence qui ont contribué à la mort d'Énergie-Est de deux manières. Premièrement, on a retardé le projet. Et en retardant le projet, on s'est assuré que l'analyse de la mise en œuvre du projet se fait. En fait, on ne s'est pas assuré, c'est un hasard des choses, mais en retardant le projet, l'analyse du projet s'est faite dans un contexte économique beaucoup moins favorable. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc, il ne faut pas dire que c'est les marchés qui nous ont sauvés, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est le prix du pétrole qui a tué Énergie-Est. Parce que si on n'avait rien fait, Énergie-Est serait en ce moment en train d'être construit dans un contexte économique défavorable et sûrement qu'il serait en train de quêter de l'argent à l'État pour pouvoir compléter le projet. Donc, le fait d'avoir retardé. Et comment on a retardé le projet? Bien, on l'a retardé premièrement avec la lutte de Kakuna, qui était extrêmement importante. Et ça, c'est venu modifier le projet de fond en comble et c'est venu créer un problème, je dirais, d'acceptabilité au Québec parce que tout à coup, il y avait plus, tout l'argument des retombées tombait à l'eau. Alors ça, c'est une victoire extrêmement importante, la victoire à Kakuna. La deuxième vague de lutte a été une lutte contre l'ONE. Qu'on a gagné, décrédibiliser l'ONE, l'Office national de l'énergie, décrédibiliser le processus, ce qui a reporté encore, et qui a aussi, je crois, forcé le gouvernement à revoir le processus d'évaluation. La décision finale de compter les gaz d'effet de serre en amont puis en aval rattachés aux pipelines, c'est pas ça qui a tué Énergie, je vous le dis tout de suite, parce qu'ils ont fait ça pour Kinder Morgan. Dans le cas de Kinder Morgan, le projet, donc Trans Mountain dans l'Ouest canadien, on a fait exactement cet exercice, c'est-à-dire que l'Office national de l'énergie a fait son analyse de base comme il pensait le faire, et à côté de ça, on a demandé à Environnement et Changement climatique Canada de faire une analyse en termes d'impact en amont et en aval, et ils ont été capables de faire cette analyse en disant, mais au final, ça ne change rien parce que, anyway, la demande de pétrole, on n'a pas d'emprise là-dessus. Et là, il y a une demande pour du pétrole lourd, et donc, que ce soit les sables bitumineux ou du pétrole lourd de l'Asie ou du pétrole lourd du Venezuela, du pétrole lourd du Mexique, ça revient au même. Et donc, ils ont été capables d'intégrer les GES dans l'analyse et quand même accepter le projet. Donc, ce n'est pas tant les GES que le travail qu'on a fait pour décrédibiliser tout le processus de l'Office national de l'énergie et montrer qu'il y avait vraiment un problème d'acceptabilité. En tout cas, c'est ma lecture, peut-être que d'autres ont d'autres lectures. Je serais vraiment curieux de vous entendre là-dessus.
Et donc, c'est donc ces forces sociales et économiques qui ont réussi. Puis le troisième facteur, et là c'est déprimant un peu, ce qui a aussi contribué à la mort d'énergie, c'est évidemment Keystone XL. C'est-à-dire que quand Trump a dit « on y va, feu vert pour Keystone », eh bien, les producteurs de l'Ouest canadien préfèrent Keystone à Énergie-Est parce que le hub de raffinage pour notre pétrole sale de mauvaise qualité et très polluant, c'est le Texas. Oui, la Chine, c'est intéressant, là, mais l'endroit qu'on est capable de l'avaler, de le transformer, l'endroit où il y a une demande à long terme stable pour ce qu'on sort de l'Ouest sans le raffiner davantage, parce qu'on peut raffiner, évidemment, il y a un coût énergétique, il y a un coût écologique, il y a un coût économique, à transformer le goudron en pétrole, le pétrole synthétique qu'on va appeler. Mais ce qu'on préfère, c'est vraiment charrier le goudron tel quel. Et les raffineries qui peuvent avaler ce produit-là sont rares, mais il y en a il y a un gros hub au Texas de raffineries qui non seulement sont capables, mais ont besoin d'un approvisionnement stable et à long terme en pétrole lourd. Pourquoi? Parce qu'elles sont équipées premièrement pour traiter ce type de pétrole-là. Actuellement, elles le prennent du Mexique et du Venezuela. Et en ce qui a trait aux réserves mexicaines, on prévoit qu'assez rapidement, dans la prochaine décennie, ces réserves-là de pétrole lourd, de mauvaise qualité, vont s'épuiser. Il y a d'autres types de pétrole au Mexique, mais ce type de pétrole-là. Le Venezuela, il y a toute la question de l'incertitude politique autour du pétrole du Venezuela. Et donc, le Texas est à la recherche, le sud des États-Unis est à la recherche de ce type de pétrole pour nourrir les raffineries. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pétrole-là de mauvaise qualité? Alors, c'est là qu'on va voir que de la demande pour du pétrole et ça des tumulus, il va en avoir pas très longtemps. Eh bien, on fait essentiellement du fuel pour les bateaux. Tout le transport maritime se carbure avec du fuel bunker, qui est un pétrole un pétrole lourd de mauvaise qualité qu'on ne peut pas utiliser à autre chose. Mais les bateaux sont équipés pour brûler ce pétrole-là. Et donc, il y a un long avenir à ce type si on laisse les choses aller. Pourquoi? Parce que le taux de croissance de ce secteur-là, le transport maritime, est supérieur de 2 fois au taux de croissance de l'économie mondiale. Si l'économie est à 3, eh bien, ton taux de croissance de demande en combustible pour le transport maritime est à peu près de 6 ou de 5. Ça dépend là, des années. Là, mais en moyenne, là, on peut dire que c'est le double du PIB mondial, la demande en combustible. Et donc, il n'y a aucun intérêt d'aller vers de l'efficacité parce que c'est essentiellement pas cher. Et donc, ça coûte plus cher à être efficace que juste prendre la cochonnerie et la mettre dans le moteur puis rouler avec ça. Il n'y a pas beaucoup d'innovation de ce côté-là. Et, dernier point, et ça c'est extrêmement important, comme le transport maritime est essentiellement un système apatride, c'est-à-dire que on navigue sous pavillon, des pavillons complètement de complaisance. Hein, on s'inscrit ça, c'est tous les travaux d'Alain Deneau qui ont montré ça. On s'inscrit dans des pays qui n'ont pas de souveraineté, outre d'offrir leur souveraineté pour pouvoir éviter les réglementations. Eh bien, on a peu d'emprise réglementaire sur cette industrie-là. Alors ça, je pense que c'est important de garder ça en tête. Donc, il va demeurer une demande, à moins que les choses changent, évidemment, mais si on se place du point de vue de Suncor, mettez-vous dans la peau de Suncor. Moi, je travaille sur en ce moment, mes recherches portent sur les 5 plus gros extracteurs de l'Ouest canadien et les 3 transporteurs, donc Kinder Morgan, TransCanada et Enbridge. Avec un groupe de recherche dans l'Ouest canadien, on fait des profils de ces entreprises-là. Donc, j'ai besoin tout le temps de me mettre dans la peau de Suncor. Si tu te mets dans la peau de Suncor, tu as 2 grands marchés avec un très grand avenir. Donc, tu as ce marché du sud des États-Unis et tu as un marché asiatique où là, il y a une demande aussi pour... et la capacité de raffinage existe déjà. Ce qui fait que tu as 2 pipelines qui répondent à ces besoins-là. Kinder Morgan, avec son projet de Trans Mountain, Keystone XL, avec son projet donc, de descendre directement au sud des États-Unis. Ajoutons à ça les petits pipelines qui viennent d'être petits, pas en termes de volume, mais en termes de longueur, qui viennent d'être approuvés par le gouvernement Trudeau. Et on voit qu'actuellement, on n'a pas de problème de pression. Avec évidemment, si Kinder Morgan réussit et
Donc, si Trans Mountain se construit, qu'ici, Keystone se construit, on n'a plus ce goulot d'étranglement à moyen terme. En même temps, l'industrie a beaucoup changé. Depuis qu'on a commencé à parler d'énergie Est, l'industrie des sables bitumineux est passée d'une phase d'expansion à une phase de consolidation. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre parce que ça nous ouvre une brèche en termes, sur le plan canadien, qui n'était pas là il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, on était dans, peut-être plus 5-6 ans, on était devant un secteur en pleine expansion qui pensait tripler sa production dans les 10-15 prochaines années. Qui était encore capable d'attirer du capital étranger, qui était capable d'attirer des multinationales du pétrole, qui se sentaient obligées, chacune, de détenir une part des sables bitumineux. Ça faisait partie du portefeuille obligatoire d'actifs de toute grande pétrolière. Et donc, on avait la présence de tous les grands joueurs. Shell était là, Statoil de la Norvège était là, BP était là. Tous les grands joueurs se sentaient obligés d'avoir une part de réserve. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le consensus dans l'industrie, alors quand on est en 2008, 2009, 2010, dans cette partie-là de la conjoncture, il y avait cette idée que parmi les réserves non conventionnelles, ceux qui avaient le plus grand potentiel à l'époque, c'était les réserves de sable bitumineux. Et ça, je viens de dire un mot important, puis je vais y revenir dans quelques minutes, mais c'est important de réaliser que, du point de vue de l'industrie des hydrocarbures, ce qu'on appelle le pétrole conventionnel ou le gaz conventionnel, c'est un terrain connu, exploré, et on est déjà devant la connaissance de la fin de ces réserves-là. Donc, on le sait qu'assez rapidement, on va avoir épuisé ce qu'on peut appeler les réserves conventionnelles avec des taux de retour sur énergie très élevés, avec les grands bassins traditionnels sur lesquels on a carburé, si vous me permettez l'expression, pendant le 20e siècle. Et donc, depuis 2010-2011, il y a eu un changement de paradigme à l'intérieur de l'industrie. On est passé du paradigme du conventionnel comme la norme et du non-conventionnel comme ces choses qu'on ne sait pas trop si on les rentre dans le bilan, si on les considère comme des actifs vraiment valables. Est-ce que les marchés financiers vont accepter qu'on considère ces réserves comme des réserves extractibles? À partir de 2010-2011, il y a vraiment eu un basculement de paradigme. Toutes les grandes pétrolières ont basculé du côté des réserves non conventionnelles comme les réserves d'avenir. Et donc maintenant, du point de vue de toute l'industrie, c'est les réserves non conventionnelles qui forment l'assise de la valeur des entreprises, plutôt que les réserves conventionnelles. Et, je dirais, jusqu'en 2014, les sables bitumineux étaient parmi les réserves non conventionnelles, faisaient partie des réserves non conventionnelles les plus valables et probables. C'est quoi? Il y a 3 grandes réserves non conventionnelles dans le pétrole. Le sable, le schiste et ce qui est à peu près à 3000 mètres sous les océans. C'est les 3 grandes réserves. On se dit là, ça c'est l'avenir du pétrole pour le 21e siècle. Et donc, pour toutes sortes de raisons, non, je vais attendre avant de rentrer là-dedans, sur comment ça se divise et tout. Donc, les sables bitumineux, jusqu'en 2014-2015, c'est donc une carte extrêmement importante que doit jouer toute pétrolière. À partir de 2014-2015, revirement, on constate que la baisse, vous vous rappelez à peu près le prix, là, on atteint quasiment les 100 $ de baril, puis boum, on tombe dans les 30-40 sur le plan mondial. À partir de 2014-2015, on commence à accepter dans l'univers du pétrole en particulier que la baisse des prix n'est pas une baisse temporaire, mais est une baisse à moyen terme. On va être dans une trajectoire de prix entre 40 et 60 $ le baril pour au moins une décennie. À partir de ce moment-là, les réserves des sables bitumineux ne sont plus rentables. Et à partir de ce moment-là, surtout, toutes les grandes pétrolières se disent « OK, on n'est plus dans une logique
d'expansion. C'est quoi une logique d'expansion? Je l'ai peut-être mal expliqué tantôt, je ne l'ai même pas expliqué tantôt. Une logique d'expansion pour une pétrolière, comme pour une gazière, c'est la course pour mettre la main sur les réserves. En se disant, pas en se disant, je veux les extraire, non. En se disant, je dois mettre la main sur les réserves avant qu'un autre mette la main sur les mêmes réserves que moi. Pas tant pour les extraire que pour empêcher que lui les extrait. Parce que le problème des hydrocarbures, comme le problème du gaz naturel, c'est qu'il y en a trop. Il y en a toujours eu trop, par rapport à ce que l'économie peut absorber. Et ça c'est le problème du pétrole et des hydrocarbures depuis le début du 20e siècle. Il y en a toujours trop. Et ce que tu veux, comme entreprise, c'est limiter l'extraction. Et tu limites l'extraction dans les phases où les prix sont élevés, alors, où là, ça vaut la peine d'aller vers des réserves plus coûteuses qu'on connaît depuis toujours, on sait qu'ils sont là. C'est exact. Pensez à ce qui s'est passé en Anticosti. On sait qu'il y a du pétrole en Anticosti depuis très longtemps. Donc, une pétrolière, elle pense de la manière suivante. Quand les prix sont élevés, tout à coup, oups, il y a des réserves, à mesure que le prix monte, qui deviennent rentables à extraire. Il faut que je mette la main dessus, pour pas que l'autre mette la main dessus. Tout à coup, que lui décide de les exploiter. Je mets la main dessus, puis je les garde en réserve. 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, on verra quand on va commencer réellement à exploiter cette ressource. Donc, on avait cette phase dans cette partie du cycle. À partir de 2014-2015, le prix, à moyen terme, étant entre 40 et 60 $ le baril, toutes les pétrolières se disent, OK, là, on est pris avec des réserves non conventionnelles qui sont coûteuses à exploiter. Moi, j'ai une expertise. Où puis-je contrôler mes coûts? Dans quel domaine ai-je développé une expertise particulière? Et il n'y en avait aucune dans les grandes, à part Exxon, qui avait Exxon aux États-Unis, c'est Imperial au Canada, qui avait véritablement une expertise dans les sables bitumineux. Ce qui fait qu'ils se sont tous retirés. Par contre, nous, on avait des acteurs qui avaient une expertise de longue date et savaient qu'ils étaient capables de contrôler les coûts. Et eux ont acheté des actifs productifs. Suncor, Cenovus, Canadian Natural Resources Limited, toutes ces entreprises canadiennes et impériales, c'est une entreprise américaine déguisée en entreprise canadienne, c'est notre Exxon à nous, ont racheté l'un après les autres les actifs productifs. En se disant, dans un univers où le prix est à 40 à 60 $, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler les coûts de production, écraser les coûts de main-d'œuvre en particulier. On va produire juste assez pour dégager une petite marge de profit. On ne va plus réinvestir dans rien. On va juste s'assurer que les infrastructures productives qu'on est en train de développer, qui s'apprêtent à rentrer en production, mais que celles-là voient le jour. Mais on ne va pas investir dans de nouvelles infrastructures productives. Non, on va, pour parler en économiste financier, traire la vache. C'est-à-dire qu'on n'achète plus de nouvelles vaches, on veut plus de beau, on fait juste traire ce qu'on a, puis donc en contrôlant nos coûts, on dégage des marges très minces, mais ces marges très minces, on les envoie à dividendes, on a rachat d'actions, puis on est capable de faire ça pour les 20 prochaines années, il n'y en a pas de problème. On a juste à maintenir nos... Parce que le sable bitumineux, comme type d'infrastructure extractive, beaucoup d'argent au début pour mettre en œuvre la production, mais une fois qu'on a payé, une fois qu'on a investi, qu'on a installé notre système productif, l'avantage, c'est que c'est du sable, ça ne bouge pas. C'est pas comme un puits. Tu envoies une paille dans une poche, comment ta poche va se comporter? On ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes. Tu envoies ta paille dans de la roche, puis là, tu essaies de faire sauter la roche, qui est comme un millefeuille, pour fabriquer une poche. Là, c'est encore plus incertain comment ça va se comporter, surtout que vous êtes 800 à le faire en même temps, puis tout le monde envoie ses pailles l'une à côté de l'autre, on ne sait pas trop l'effet de l'un sur la paille de l'autre. C'est très différent d'être tout seul assis sur un gros bac de sable, puis d'avoir une paille qui envoie de la vapeur dans le sable, puis une autre paille à côté qui aspire, puis c'est très simple. C'est du goudron, du sable, il n'y a pas trop de mouvement. Donc, il y a une prévisible. En tout cas, vous comprenez le mot que j'essaie de dire. Ouais, cette affaire-là, de la production qui permet de se lancer dans une démarche de consolidation des coûts. Et c'est ce qu'elles ont toutes fait, celles qui sont restées au Canada. Donc, on peut s'attendre, en tout cas, si on pense comme Suncor, évidemment,
à ce que la production ne triple pas, mais double. C'est 2030. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, du point de vue des pétrolières canadiennes. Ça devrait doubler. Et donc, notre capacité de transport, si on obtient Kinder Morgan, si on obtient Keystone XL, vous savez tous ce que veut dire XL, je suis tanné de dire cette joke-là, mais je la trouve tellement drôle. C'est comme une pizza. Ouais, c'est une pizza. C'est ça. Il y a déjà un Keystone. Et les ingénieurs ont tellement d'imagination qu'ils disent c'est XL. Parce que Keystone XL, c'est un peu plus petit que NRJS. C'est 800 quelque chose 1000 barils par jour. C'est pas 1,2 million par jour. Mais c'est quand même une grosse affaire. Un bon gros tuyau que quand il va sauter, ça va faire des beaux dégâts. Donc, j'aurais une question, je m'excuse. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis prof, je suis habitué à me faire interrompre. Surtout, je suis prof à l'UQAM. Si vous voulez faire la grève aussi. Non, on n'est pas là. Je voudrais juste que tu expliques rapidement pourquoi la tendance des 10, 15, 20 prochaines années, c'est entre 40 et 60. C'est l'Arabie Saoudite. Non, c'est les États-Unis, j'y arrive. C'est les États-Unis qui sont devenus mais je vais juste terminer sur les sables bitumineux. Peut-être après ça, je m'en allais au pétrole de schiste. Donc, pétrole de schiste, donc, ça va être très à la vache, puis pétrole de schiste. Sable bitumineux, très à la vache, peut-être juste une dernière note, avant de passer à pourquoi le prix va rester comme ça, justement. Ce qui veut dire que c'est un secteur qui risque d'être moribond, sur le plan de création d'emplois, sur le plan de la rente de ressources. On ne va pas ramasser grand-chose. C'est des entreprises qui vont faire peu de profit et donc qui vont payer peu d'impôts sur leurs profits, en plus que la rente de ressources va être légère. Et c'est une entreprise qui n'est rentable que dans les conditions actuelles rattachées aux mesures que l'NPD a mis en place dans le cadre de la crise. Il faut se rappeler que quand le prix s'effondre, l'NPD rentre au gouvernement avec une plateforme, ils vont payer les pétrolières. Ils vont payer leur juste part. Puis, oups, le prix baisse en même temps. Et là, ils reculent. Toutes les mesures très progressistes que Notley voulait. Elle voulait quand même contrôler un peu cette industrie-là, puis elle voulait resserrer, elle voulait aller chercher une plus grande part de la rente pétrolière, elle voulait augmenter leurs impôts, elle avait un paquet de mesures. Tout ça, elle a mis ça de côté pour sauver. Mais les Suncor de ce monde ne sont pas rentables si on ramène ces politiques-là. Et donc, la situation d'exception a été normalisée. Et donc, c'est une industrie qui va avoir, et là, je mets le dernier bout de la pièce du puzzle, qui va avoir, d'un côté, un déficit de légitimité, dans la mesure où elle ne va pas contribuer sur le plan économique, en termes de création d'emplois, en termes de redistribution par niveau de la fiscalité, que ce soit la rente, donc les redevances, ou que ce soit mais qui va quand même transférer beaucoup de richesses aux actionnaires. Et en même temps, qui, pour contrôler les coûts, va automatiser et donc va tuer des emplois plutôt qu'en créer. Et ça, on commence à le voir de plus en plus, la robotisation de beaucoup des opérations dans le secteur des sables bitumineux, parce qu'il y a une dernière information que je ne vous ai pas donnée, qui est importante à avoir en tête. Les sables bitumineux, 20% de la ressource extractible, c'est toujours une drôle d'idée, ça, extractible, parce que ça varie toujours, là, mais disons, dans l'état actuel de la technologie, 20% de la ressource extractible, elle est en surface, et donc c'est ce qu'on imagine quand on pense au sable bitumineux, c'est-à-dire un gros bulldozer qui pousse, qui ramasse, puis qui envoie ça dans un camion urbain, puis là ça part, puis bon. Mais ça, c'était 20% de la ressource. Ça, là, d'ici 10 ans, il n'y en a plus de ça. Le reste, le 80%, il est entre 40 à, je pense, c'est 120 mètres de profondeur. Et donc, la méthode d'extraction, c'est l'injection de vapeur. Et la technologie, c'est on injecte la vapeur et on met un tuyau en dessous le lieu où on injecte la vapeur. Et à un moment donné, ça devient assez chaud que, dans le fond, le goudron il se liquéfie, puis là, il tombe dans l'aspirateur qui le remonte en haut. Alors, en termes d'intensité en main-d'œuvre, c'est beaucoup moindre. Intensité capitalistique très élevée, mais faible création d'emplois par unité produite, donc par baril. Et donc, ça va être à terme un secteur tueur d'emplois, pas créateur d'emplois. Donc là, il y a vraiment une occasion, une opportunité pour le mouvement environnemental. À ça, alors là, c'est là que ça va devenir intéressant, à ça s'ajoute le fait que si on les laisse doubler leur production, et si on respecte les accords de Paris, eh bien, ils vont manger plus de la moitié de notre budget carbone. Ça juste cette industrie. Ouais. Ouais. Fait que là, il va falloir leur laisser de la place. Il va
Tu vois que nous, on diminue 80, le reste de l'économie va devoir diminuer 90% pour laisser croître ce secteur-là, peu créateur d'emplois, qui donne peu de redevance et qui ne paye pas de taxes sur ses profits, qui envoie ses profits aux actionnaires. Donc là, il va y avoir, là, à moyen terme, je pense, un conflit possible. On va pouvoir conflictualiser le développement de cette industrie-là. Je pense que ça va être assez intéressant. Maintenant, je vais parler de pourquoi ça va rester entre 40 et 60. Je crois, hein, puis là, je peux me tromper, puis demain, ça peut être non, ça se prendrait, là, mais... alors, la raison la suivante, c'est que c'est la révolution du pétrole de schiste. C'est venu complètement changer la donne, et c'est ce qui a tué, en fait, les sables bitumineux aussi. C'est ce qui est venu changer la nature des sables bitumineux. Le pétrole de schiste est maintenant la réserve de facto de pétrole non conventionnel, qui a remplacé le sable bitumineux, qui était, dans la conjoncture de 2000 à 2014, la réserve de facto, c'était le sable bitumineux. Aujourd'hui, c'est devenu le pétrole de schiste. Et le pétrole de schiste et les États-Unis sont ce qu'on appelle en jargon, alors excusez-moi, je ne connais pas le nom en français, un swing producer. C'est-à-dire que, contrairement au sable bitumineux ou à l'Arabie saoudite, les États-Unis peuvent rapidement s'adapter à un changement de prix ou un changement de quantité dans le marché. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'exploitation de pétrole de schiste, ta durée de vie de tes puits est de 3 à 5 ans au maximum. Ton équipement est léger. Tu dois déplacer partout ton équipement. Tu as beaucoup de main-d'œuvre, tu as beaucoup d'équipements légers. Évidemment, tu as de l'équipement de déplacement. Tu as besoin d'un réseau d'éléoducs à la tête de la formation géologique où tu es en train d'extraire. Mais une fois que tu as cette tête-là, après ça, tes puits se promènent un peu partout. Et donc, tu peux rapidement déployer des unités dans ta formation géologique et tu peux rapidement les fermer sans trop de coûts et te déplacer ailleurs. Et donc, tu es capable rapidement de t'ajuster. Et deuxième caractéristique importante du secteur du pétrole de schiste, c'est que c'est un secteur, contrairement au sable bitumineux, très concurrentiel. Le secteur des sables bitumineux, c'est un secteur de grandes entreprises monopolistiques. Le secteur du pétrole de schiste, c'est un secteur de moyennes entreprises en concurrence les unes pour les autres. Et donc, elles sont tous en train de se faire la course pour en extraire le plus que l'autre à côté. Et elles sont tous endettées jusque-là. Et donc, elles sont tous, on appelle ça le syndrome de la Reine Rouge. C'est pour ceux qui connaissent le Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que juste pour maintenir leurs activités, elles doivent continuer à ouvrir des nouveaux puits. Alors, ça crée une conjoncture où les États-Unis sont en permanence en train de saturer le marché. Et en réaction à ça, l'OPEP constate qu'elle n'est plus capable de maintenir des prix élevés. L'OPEP est capable d'empêcher l'effondrement complet du marché, oui. Mais l'OPEP, pour d'autres raisons, pour des raisons de dépendance par rapport à la rente pétrolière, les pays de l'OPEP sont incapables de baisser en dessous d'un certain seuil, ce qui aurait pour effet de faire monter le prix par-dessus la barre des 60 $ le baril. Ajoutons à cela le fait qu'on a des pays qui refusent de rentrer dans l'OPEP et qui sont prêts à prendre la place de l'OPEP si l'OPEP diminue. Pensons à l'Iran. Donc, toute cette conjoncture-là fait qu'à moyen terme, on est dans une situation où on va être à 40-60 $ le baril. Conséquence déprimante de ça, c'est que donc il n'y a pas d'incitatif prix pour l'efficacité énergétique. Ça c'est un peu poche, là. Il va falloir utiliser d'autres mécanismes. Donc, le schiste est devenu, tant au niveau du gaz qu'au niveau du pétrole, notre réserve de facto d'hydrocarbures pour le 21e siècle. Le méthane va devenir le premier numéro 1 à côté du CO2. C'est que si on essaie d'exploiter massivement les formations schisteuses, ça veut dire qu'on se lance dans une forme d'exploitation dans laquelle la contrainte méthane va s'ajouter à la contrainte CO2 de manière permanente. Donc, ça, c'est une nouvelle donne. Et ce qu'on voit là, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, je pense que Carole, toi oui, là, Christian, je m'imagine aussi, mais si on regarde, là, depuis un mois, là, ce qui sort sur le méthane, là, on a sous-estimé dramatiquement les fuites de méthane, en fait, le bilan méthane de l'extraction des hydrocarbures, on a des problèmes de calcul assez graves. Donc, il faut revoir nos calculs. Et donc, ceci va s'ajouter. Alors, juste pour vous donner une idée, juste pour les hydrocarbures, juste pour le pétrole, je ne rentre même pas dans le gaz naturel, mais juste pour le pétrole,
Avec les réserves actuellement reconnues comme extractibles au prix de 40 à 60 $ le baril. OK? Ça, ce n'est pas les réserves qui existent, parce que les réserves qui existent, ça... Juste avec ce qu'on dit, ben, au prix actuel, avec l'équipement qu'on a, les investissements qu'on a, on en a combien de pétrole? Ben, on en a assez pour continuer à produire la même quantité qu'aujourd'hui jusqu'en 2060, sans problème. Sans explorer 2060. Sans explorer, on peut roder sur le tas qu'on connaît actuellement jusqu'en 2060, il n'y en a pas de problème. Donc, il n'y a pas de pic pétrolier. Oui? Ça, c'est sans prendre en compte l'industrialisation, en cours dans les pays qui est actuellement en cours dans les pays comme l'Inde, la Chine. Non, c'est ça. Là, ça s'ajoute de la demande. Effectivement. Là, ça s'ajouterait de la demande. Et aussi de l'exploration. Mais si la consommation est maintenue actuellement, eh bien, on est correct jusqu'en 2060 sans problème, sans explorer, là, sans dépenser une scène en exploration. Quand je dis exploration, ça ne veut pas dire là, partir dans l'article à la recherche d'un nouveau gisement. Non, ça veut dire juste évaluer le potentiel d'extractabilité d'un secteur de l'Alberta, dans les sables bitumineux, ou de regarder une formation schisteuse, vraiment quoi. Est-ce qu'on serait capable de baisser le coût d'extraction qui est à 85 à 60 pour qu'on puisse le rentrer dans nos réserves extractives? Parce que les pétrolières font toujours trois classifications: les réserves potentielles, les réserves exploitables et les réserves en exploitation. Les réserves qu'elles comptent exploiter dans les 5 prochaines années. Il y a 3 catégories. Alors moi, je parle juste des réserves en exploitation. Je ne parle même pas là, de tout le reste. Eric, oui? C'est du pétrole ou du pétrole et gaz? Non, juste dans le pétrole. Oui. Le gaz, alors la dynamique du gaz est importante. La dynamique du gaz, elle est tirée par un autre facteur, c'est qu'elle est le combustible de remplacement du charbon. Si on regarde l'évolution du mix, du mélange énergétique qu'on utilise, le charbon est en train de disparaître et c'est le gaz naturel qui prend la place. Et le gaz naturel qui prend la place, ça va être le gaz de schiste. Ça ne sera pas le gaz conventionnel, parce que le gaz conventionnel, il est en exploitation. Donc, c'est le gaz de schiste qui va prendre la place, et c'est un secteur qui est en expansion. Je vais revenir à la fin, peut-être, sur la dynamique du gaz naturel liquéfié, sur ce que j'ai pu apprendre, puis il y en a des gens dans la salle qui en connaissent peut-être plus que moi. Mais donc, peut-être terminer sur les forces d'inertie. Terminer le premier point, j'ai plein d'autres choses à vous dire. Mais les forces d'inertie du côté de ce qu'on peut appeler la pression à extraire. Donc, dans la pression à extraire, il y a ces réserves de hydrocarbures extrêmes qu'on peut appeler, c'est-à-dire non conventionnels, qui existent, qui sont là, qu'on connaît. On est capable d'en faire une exploitation économique avec un prix du baril entre 40 et 60 $. On a beaucoup d'inertie parce qu'on a l'inertie qui nous vient des investissements qu'on a faits, de la recherche et développement qui se traduit par des actifs intangibles, des emplois, une rente à moyen terme, et surtout, et ça c'est des choses que vous connaissez si vous participez à des campagnes de désinvestissement, surtout un actif financier immense, qui est la valeur, la capitalisation des grandes entreprises d'extraction, capitalisation qui se traduit par des actifs dans les caisses de retraite, dans les assurances. Et donc, il y a une dépendance. Le passif de l'un, c'est l'actif de l'autre. Il y a une dépendance, donc, d'une grande partie du salariat des pays avancés, donc en Europe et en Amérique du Nord, sur cette valeur enfermée dans les entreprises pétrolières. Et cette valeur enfermée dans les entreprises pétrolières, c'est quoi? C'est son inertie. C'est-à-dire que la valeur, ce n'est pas ce qu'elle est en train d'extraire aujourd'hui, non, c'est son savoir-faire pour extraire pendant le 21e siècle, et c'est les réserves sur lesquelles elle est assise, la pétrolière, oui. Donc, évidemment, dans un mouvement des investissements, il y a cette idée qu'on aimerait que nos caisses de retraite sortent. Mais si on pose le problème de l'autre côté, ces pétrolières qui sont très puissantes vont tout mettre en œuvre pour protéger leurs réserves. Le lobby, ils vont mettre tout leur pouvoir économique pour protéger leurs réserves contre
la radiation de ces actifs-là, parce que c'est la base. À moins qu'elles réussissent à s'auto-transformer tout à coup, soudainement, en entreprise d'énergie en général. Il y a eu, à date, une tentative, et ça a été un échec. C'est la campagne de British Petroleum, qui, dans les années 90-2000, s'est présentée. BP, c'est plus British Petroleum. Un nouveau logo, c'était Nous sommes Beyond Petroleum. C'était la campagne Beyond Petroleum où on disait qu'on était pour investir massivement dans l'éolien, dans le solaire, mais surtout dans les combustibles, les biofuels, les combustibles végétaux. La biomasse poche, là, la canne à sucre, brésilienne essentiellement. Pas la belle petite biomasse qu'on peut extraire ici de nos forêts quand on fait de non, vraiment la grosse biomasse, l'eucalyptus et la canne à sucre. Mais finalement, BP, comme les autres, est redevenu une bonne vieille pétrolière en disant il y a de l'avenir pour le pétrole. La demande est là et est là pour rester. Donc, ça, c'est un peu le portrait, je dirais, de l'inertie. J'aimerais peut-être aller du côté de l'inertie qui vient de la capacité à absorber puis les incitations qu'on a à brûler tout ce pétrole-là. La capacité à absorber le pétrole, puis... donc, juste pour vous donner une idée là, j'ai quelques chiffres là, que j'ai glanés. Il y a deux bonnes... en fait, BP, British Petroleum, fait un excellent rapport annuel sur l'état de la consommation énergétique, des très bonnes données qu'on va chercher là, avec une sous-estimation systématique du potentiel du solaire et de l'éolien, évidemment, des énergies renouvelables en général, mais par rapport aux énergies fossiles, assez juste. Alors, peut-être, bon, quelques idées de comment notre société métabolise le pétrole. Je ne parle pas du Québec, je parle de la planète, après ça, je vais parler du Québec plus particulièrement. Mais la demande énergétique en général de 1965 à 2015 a été multipliée par 4. Donc, de la planète. Donc, de 1965 à 2015, on a donc multiplié par 4 notre capacité à absorber ou notre dépendance sur l'absorption d'énergie. De ça, notre 85% de cette énergie est sous la forme d'hydrocarbures. 85%, c'est la combustion. Que ce soit de charbon, que ce soit de pétrole ou que ce soit de gaz naturel. Les tendances dans les 10 dernières années, c'est une diminution systématique et assez rapide du charbon, mais une augmentation en même temps du gaz naturel beaucoup plus rapide et qui prend beaucoup plus de place dans le mélange énergétique que les énergies dites renouvelables de deuxième génération. Là, je mets de côté l'hydroélectricité, qui est un cas très particulier, qui n'est pas généralisable, qui n'est pas une énergie de la première génération de renouvelables. Deuxième génération de renouvelables, c'est la photovoltaïque et l'éolien. Donc, oui, on a des taux de croissance très, très rapides, l'éolien et le solaire, mais quand tu pars de 0 puis tu montes à 10, bien, ça a l'air vraiment impressionnant. Mais bon, en termes de pourcentage, c'est très limité, contrairement au gaz naturel qui vraiment est en train de s'imposer comme, et d'ailleurs l'industrie le présente de cette manière-là, comme l'industrie de l'avenir. Là, il y a des dynamiques géographiques importantes. Les pays de l'OCDE, notre demande, qui a cru beaucoup dans la période de 1965 à 1980, est maintenant stable. Et l'essentiel de la croissance depuis les années 90, c'est en Asie. Effectivement, c'est la Chine, l'Inde, comme quelqu'un le soulignait tantôt, qui est en train de pousser pour cette croissance dans la consommation d'énergie. Par contre, notre croissance, elle est stable. Elle ne diminue pas. L'OCDE ne consomme pas moins d'énergie qu'elle consommait il y a 20 ans. On est à plat. Malgré tous les discours, tous les politiques, on continue à absorber la même quantité d'énergie. Alors certains vont dire, oui, mais en même temps, Éric, l'économie croît là, quand même, là, puis il n'est pas plus... Oui, ça c'est vrai. Il y a un découplage ou un décrochage entre la croissance économique et la consommation d'énergie. C'est-à-dire que pour chaque dollar du PIB, on a besoin de moins en moins d'énergie. C'est vrai, tout à fait. Mais en même temps, on est incapable de baisser la quantité absolue
de pétrole qu'on consomme et qu'on brûle. On était capable de baisser de manière absolue la quantité de gaz naturel qu'on brûle et en pétrole, et qu'on brûle, excusez-moi. Au contraire, elle augmente. Pourquoi? Parce qu'on remplace le pétrole, le charbon, par le gaz naturel. Et la planète, elle ne croît pas avec le PIB. Hein? Elle reste la même. Donc, qu'on se pète les bretelles en se disant, oui, mais regardez, on est de plus en plus efficace sur le plan énergétique parce que pour chaque point de PIB, on utilise moins. La planète, là, elle ne grandit pas avec le PIB. La planète est finie. Et donc, l'enjeu, c'est comment réduire de manière absolue la quantité d'hydrocarbures qu'on brûle. Et ça, on en est pour le moment incapable. Et je dirais que cette incapacité, elle est autant technologique qu'économique. Et je vais beaucoup insister dans quelques minutes sur les facteurs économiques, c'est-à-dire les rapports de force économiques. Peut-être juste très rapidement, comment se distribue... Non, vous pouvez aller voir comment... Je vais vous faire par secteur, là, c'est où, mais je ne pense pas que c'est important. La demande énergétique, c'est peut-être de manière juste à regarder les forces d'inertie, c'est quoi les tendances. Deux secteurs qui augmentent globalement, planétairement, le secteur du transport et le secteur des infrastructures industrielles. C'est là que la demande augmente, les autres secteurs sont stables. Il y a une demande en hydrocarbures pour la production de plastique et cette demande-là va doubler d'ici 2030. Juste vite de même, c'est important de se rappeler qu'on a produit plus de plastique à la tonne au 21e siècle qu'au 20e siècle. En 2017, c'est produit plus de plastique en 17 ans que pendant tout le 20e siècle, en termes de tonnes. Le problème, c'est que quand on produit du plastique, on ne doit pas produire pas juste du plastique. On produit aussi de l'essence. Le raffinage, c'est un processus global. On ne peut pas juste dire, oui, mais on va prendre le pétrole et on va juste faire du plastique avec. Non. On raffine, et on fait entre autres du plastique. Et donc, la demande en plastique est un moteur pour la demande en combustible. Ça représente en pourcentage quoi, à peu près? Oh, God, là, tu me poses une question, je n'ai pas le chiffre devant moi, j'allais dans mon ordi. Il y a 20 ans, c'est à peu près 5%. Oui, on est rendu à 10, là. J'imagine que c'est les autres grandeurs. 10 à 11, on s'en va vers 24 en 2030. Ça, je me rappelle de 24. 2030, oui. La dépendance sur le gaz va augmenter et la dépendance sur le LNG va augmenter, sur le gaz naturel liquéfié, le GNL. Je vais parler dans quelques minutes de ce secteur-là, qui est vraiment important. Dernière idée importante, c'est quoi les deux secteurs qui ont un taux de croissance plus rapide que l'économie mondiale, dont la demande en énergie est plus importante que la croissance de l'économie mondiale. 3 secteurs. Secteur de l'avion, combustible pour les avions, combustible pour les bateaux et les chambres. Donc, c'est les 3 secteurs dont la demande s'accélère plus rapidement que la croissance mondiale. Le troisième, c'est quoi? Les chambres, les autos. Donc, ça, c'est en gros le scénario de l'incitation à brûler. Donc, on peut dire que non, et penser, puis je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre très longtemps sur ça, mais penser à toute l'inertie dans le système rattachée aux matériaux qu'on a, là, ça ici, il n'y a quasiment plus de bois là-dedans, la façon dont on a organisé l'espace dans les 30 dernières années, l'étalement, tout. Donc, on a beaucoup d'inertie dans notre système qui nous enferme dans une pétrodépendance, ou en tout cas une dépendance sur les hydrocarbures. Un dernier petit mot avant de passer au GES, le secteur du gaz naturel liquéfié. Alors, un taux de croissance extrêmement élevé. Je ne vais pas vous donner des chiffres pour le moment. Je peux écrire encore pour partager des chiffres, mais je peux dire qu'on a eu une première vague de gaz naturel liquéfié. L'essentiel du marché pour le moment, c'est l'Asie. Mais il y a l'idée de plus en plus aussi d'exporter du gaz naturel liquéfié vers l'Europe pour réduire la dépendance de l'Europe de l'Ouest sur la Russie. La Pologne, entre autres, a développé un terminal important. Mais ce qui est surtout important pour le moment à comprendre, c'est qu'il y a 2 moteurs de la demande en gaz.
Donc, c'est tout le remplacement des centrales au charbon par des centrales au gaz naturel. Et donc là, et deuxièmement, la demande en engrais azoté va être aussi. Donc, pour faire de l'engrais azoté, on a besoin de gaz naturel, de méthane en particulier. Donc, c'est les deux sources importantes de demande qui vont aller en croissant. Et c'est quoi l'attrait du gaz naturel liquéfié? Alors là, ça c'est intéressant. Premièrement, le gaz naturel liquéfié permet un ensemble de séparation de quelque chose qui sinon doit être tenu ensemble. Le gaz naturel liquéfié permet de séparer l'extraction de la transformation et permet le stockage. Et le stockage, ça permet de continuer à extraire à un rythme X, Y ou Z et en même temps d'accumuler et de contrôler ce qui s'en va sur le marché. Donc ça, cette première séparation-là, elle est importante. Ça crée un tampon temporel. Deuxièmement, le GNL a cette propriété qu'il peut circuler librement. Contrairement au gaz naturel traditionnel qui est dans un tuyau et que pour l'amener quelque part, il faut bâtir un tuyau, le GNL circule librement et ça a deux... Et en circulation est stocké. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut dire qu'un bateau rempli de GNL n'a pas de destinataire, a priori. Un bateau rempli de GNL part en mer et reçoit des bids. Et tout dépendant du bid qu'il reçoit, il va aller quelque part de A ou quelque part de B ou de C. Et donc, ça crée quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas dans l'industrie du gaz, mais qu'on a dans l'industrie du pétrole, c'est que ça crée un marché à terme et un marché d'options sur le gaz naturel. Le gaz naturel, traditionnellement, c'est des contrats à très long terme d'approvisionnement où les prix sont négociés et sont barrés. Souvent avec une clause à remorque avec l'inflation. Donc, tu achètes un contrat de 10 ans d'approvisionnement, c'est des contrats à très, très long terme. Des volumes, tu as part de volume, puis le gaz naturel est en train de détruire ce type de contrat. Le GNL, excusez-moi, est en train de détruire ce type de contrat-là à cause de sa capacité à être très flexible et à être porteur de contrats à très court terme. Et en même temps, le GNL est en train d'unifier le marché du gaz sur une base mondiale parce qu'on peut prendre un paquebot rempli de GNL et on peut l'envoyer partout au monde. Et donc, on est capable de jouer sur les écarts de prix partout dans le monde avec un bateau avec le GNL, avec un bateau rempli de GNL. Finalement, autre aspect important du GNL, c'est que le GNL, dans le fond, l'enjeu, c'est de contrôler les ports ou les facilités de liquéfaction et de gazification. Le but des entreprises énergétiques, c'est de contrôler. Une fois qu'il est sur le bateau, après ça, ben, ça peut être un broker, puis ça peut être... mais c'est de contrôler ces deux facilités-là. Et puisque les facilités de gazification et de liquéfaction peuvent être sur des bateaux, eh bien, il y a un autre dernier avantage qui est un avantage fiscal. C'est que quand tu es sur un bateau, ben, tu ne payes pas de taxes. De la même manière que quand tu es assis sur un terrain. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux au niveau fiscaux aussi qui sont attachés. Je pense que l'attrait le plus important du GNL, c'est cette flexibilité et la rattacher. En fait, le GNL ressemble à tout point de vue au charbon. On a réussi à faire du charbon et du gaz. Sinon, le gaz, ben, tu mets ta pipe dans le tuyau, tu as une valve, puis là, ça part, puis ça coule, puis ça s'en va là, puis là, il faut que tu le brûles tout de suite. Tu peux le stocker dans les bonbonnes, mais c'est pas évident. Avec le GNL, tout à coup, le charbon, c'est quoi? Bien, c'est de la roche qu'on sort, qu'on met en pile là, on remplit un entrepôt, à un moment donné, on l'embarque sur une barge, puis on l'envoie, ça s'en va là-bas. Le GNL, ça fait du gaz l'équivalent du charbon, c'est-à-dire qu'on peut le stocker, on peut le diviser en fractions, on peut une flexibilité dans la destination, et on peut avoir plusieurs transactions sur la même unité. On peut le revendre 18 fois avant de le... Et donc, il va y avoir beaucoup de pression, je pense, pour développer les facilités de GNL dans les endroits où on a les facilités portuaires. Et ça va être très tentant pour tous les pays en manque de développement de se rabattre sur cette idée merveilleuse de why not, un beau projet de GNL, c'est de la croissance, c'est une belle rente qu'on peut avoir. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit un marché qui va avoir beaucoup de pression à ce titre-là.
Je termine avec les limites maintenant. J'ai parlé de la pression à extraire, la pression à brûler, les limites climatiques. On les connaît, là, mais je veux peut-être juste les rappeler rapidement. Alors, les cibles qu'on a adoptées, 2 degrés, mais on aimerait ça 1,5 degré de réchauffement. C'est les cibles qu'on s'est données. Si on ne fait rien, selon les analyses qu'on a des engagements de Paris, si on ne fait rien, mettons, on se dit là, on continue comme on fait aujourd'hui, on va avoir une planète de 5 degrés à la fin du 21e siècle, et avec les conséquences écologiques qui sont extrêmes. Si on se fie aux pays, aux engagements que les pays, si on croit les engagements que les pays ont pris, les engagements concrets de réduction, on s'enligne pour un 3 à 4 degrés. Et notre cible, c'est de 1 à 2 degrés. Alors, si on vise vraiment la cible de 1 à 2 degrés, on se lance dans ce qu'on peut appeler une descente énergétique. Une descente énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, on génère à peu près 36 gigatonnes par année, la planète. Et il faudrait se rendre en 2030 à 20 gigatonnes. Tandis que la tendance inscrite dans le système actuel, ça serait plutôt d'aller vers 45 gigatonnes. Ah, donc, quand on pense à ça, c'est peut-être là que j'aurais fait un PowerPoint, juste pour ça. Là. Mais c'est important de comprendre je vais le faire sur le tableau ici. Je vais peut-être lui là-bas. Juste pour comprendre le raisonnement, c'est vraiment... Pour les gens experts en changement climatique, là, vous savez, c'est juste important, c'est qu'on est face à une tendance comme ça, là. Puis on a besoin de faire ça comme ça. Ce qui fait que c'est ça qui est important. C'est pas se dire on est là. Non, c'est que c'est là qu'on s'en va. Donc, il faut parcourir cet espace-là avant de pouvoir parcourir cet espace-là. Parce que la traque est comme ça. La traque n'est pas. Donc, c'est ça qui est important de garder en tête. L'inertie du système s'en va là. Et nous, on se dit qu'on s'en va là. Donc, il faut faire le double du travail. Alors, je reviens à mes données sur les GES. Donc, on est à 36 tonnes. On se dit qu'on devrait aller à 20 en 2030, à 10 en 2050, puis à 0 en 2060. On arrête d'émettre en 2060. On est carboneutre, la planète au complet. Alors, ça, c'est les cibles qu'on se donne. On se félicite depuis 2015 d'avoir plafonné nos émissions de CO2, pas de méthane. Puis ça, c'est les émissions qu'on compte. Parce que quand on regarde le taux de CO2 dans l'atmosphère, on prend les données qui viennent d'Hawaï, on voit qu'il est en augmentation malgré le fait qu'on dit, nous, avoir calculé qu'on a plafonné nos émissions. Alors, 2 facteurs qui expliquent cette hiatus des mesures. Le premier facteur, c'est que sûrement qu'il y a plein d'affaires qu'on compte pas. Puis on croit le monde sur parole. Puis moi, les Russes, c'est pas ça que j'y crois sur parole, ou les Chinois, j'y crois sur parole quand ils me disent qu'ils ont... Même les Canadiens, je ne suis pas sûr que j'y crois. Deuxièmement, même mettons qu'on croit tout le monde est de bonne foi, tout le monde donne les vraies mesures, on a des petits capteurs de CO2 au bout de chaque cheminée, au bout de chaque char, on est capable de calculer précisément la quantité d'émissions qu'on a. Le problème, c'est qu'on est en train de fabriquer une planète qui perd sa capacité d'absorption naturelle de CO2. On détruit nos puits naturels. Pourquoi? Bien parce qu'un des puits importants, c'est les forêts. À mesure qu'on coupe les forêts pour planter de l'huile de palme, un autre puits naturel, c'est les sols. À mesure qu'on épuise les sols, ils sont incapables de stocker du carbone. Un puits naturel, c'est les océans. À mesure qu'on acidifie les océans, ils aussi perdent leur capacité. Donc, on est en train de détruire les puits naturels qui compensaient un tant soit peu, les émissions qu'on faisait. Et donc, ça, c'est l'autre facteur décisif, c'est que c'est pas juste... Alors, puis, dernier élément à garder en tête, puis après ça, je vais parler du Québec un peu. Ce plafonnement aussi correspond aux actions les plus faciles à entreprendre qu'on a déjà entrepris. On a compressé ce qui était facilement compressé. Le charbon, on s'en débarrasse. Parfait. Mais il y en a qui vont être beaucoup plus difficiles à éliminer.
le transport de passagers par avion, taux de croissance de 7 par année mondial. Ça, c'est le nombre de vols, d'heures de vol personne. Taux de croissance 7 par année. C'est beau le C-Series, c'est économe en fuel, là, mais c'est quand même, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir mettre des batteries au lithium dans des avions. Puis vous savez tous et toutes qu'il n'y a pas assez de lithium, si on veut, mettre des batteries au lithium dans tous les autos. Donc le problème qu'on va rencontrer, c'est que on va être capable de probablement décrocher de cette trajectoire puis d'aller vers peut-être un plafonnement sans changer vraiment nos modes de vie, sans changer le métabolisme de nos sociétés et sans changer les rapports économiques basés sur la croissance et le profit. Mais si on veut faire ça, puis éventuellement aller là, c'est des changements beaucoup plus drastiques qui impliquent des remises en question beaucoup plus profondes. C'est ce qu'on appelle la descente énergétique. Et là, je vais parler un peu de ce que ça peut vouloir dire pour le Québec, juste pour vous donner une idée. Après ça, j'arrête, puis on a de la discussion. Alors, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe au Québec, ça, c'est des données compilées par la chaire de recherche en énergie avec Pierre-Olivier Pinault et Whitmore. Bon, c'est des données que vous connaissez peut-être, mais ça fait toujours du bien de s'en rappeler. 56% du mélange énergétique du Québec est des hydrocarbures et le reste, c'est du renouvelable. Donc, donc, si on se dit qu'on veut le Québec, alors nous, on est vraiment ambitieux au Québec là, en termes d'objectifs de GES, je regarde ça. Là. Alors, nous, au Québec, en 2020, donc on part à 82 mégatonnes. Ça, c'est 2014, 2015. Depuis 90, on est dans les 80 à 88 mégatonnes. On se promène là-dedans comme ça. Il n'y a pas de tendance. C'est pas vrai qu'on diminue. On est juste dans ça. Dans la phase là, de lutte active contre les changements climatiques avec les politiques du gouvernement libéral et les politiques du Parti québécois, donc mettons depuis 2009-2010, où vraiment on dit qu'on met la main à la pâte, on a le marché du carbone, on a nos outils, c'est plat. Nos émissions sont plats. On ne réduit pas, mais on n'augmente pas au moins, quand même, on n'augmente pas. On est à plat. Mais il ne faut pas rester à plat. En théorie, en 2020, on est à 81, on devrait être à 71. Donc on baisse de 10 mégatonnes en, reste 3 ans. 2030, on est supposé être à 56. Par rapport à aujourd'hui, on baisse de 24 mégatonnes. Puis en 2050, là on est ambitieux, on devrait être à 18. Il faut se rendre à 0 en 2060 en passant, si on veut être avec l'accord de Paris. Donc il faut baisser de 61. Donc là, il faut. Moi, je suis pas content. Je dis, ah, Christian, tu sais, oui, il est où le plan de match, là? Alors là, tu te dis, OK, c'est où qu'on peut, c'est à quoi on peut s'attaquer, là? C'est quoi notre point? Ben, on se dit, bon, c'est essentiellement nos hydrocarbures, hein? C'est gaz naturel, charbon, GNL, produits raffinés, pétrole raffiné, c'est là nos GES essentiellement. Là, le reste, c'est un peu de la pacotille. OK, donc on va regarder de ce côté-là, c'est quoi les tendances? Alors, les tendances, c'est que le gros de notre pétrole, on s'en sert pour se transporter, puis transporter les marchandises, puis le gros de notre gaz, il chauffe des bâtiments. Puis tant le transport de marchandises que le transport de personnes que chauffer les bâtiments industriels et commerciaux, c'est les tendances qui augmentent, c'est pas les tendances en termes absolus. Oui, par habitant, par point de PIB, par un paquet d'indicateurs relatifs, on est mieux en mieux, mais le taux net, gross, non, brut, le taux brut d'augmentation de chars, de voyages de camions, de superficie de bâtiments commerciaux et industriels dépasse les gains d'efficacité qu'on fait dans nos meilleurs moteurs, dans nos chars électriques, dans l'isolation de nos bâtiments commerciaux et institutionnels. Donc on est on se félicite de dire qu'on est plus efficace sur le plan énergétique, mais le problème, c'est que notre économie a besoin de la croissance de la circulation des marchandises, de la croissance
de la circulation des automobiles personnelles et de la croissance de la superficie des Walmart et des Costco de ce monde, parce que c'est essentiellement là, c'est ce type de grands magasins-là qui est responsable pour la demande en gaz naturel de chauffage. Donc, pour pouvoir exister, l'économie a besoin de cette croissance-là. Et donc, la croissance économique défait ce que le gain technologique fait. Et ça, c'est et là, on parle d'une société, la planète est à 85% d'hydrocarbures. Le Québec est à 56% d'hydrocarbures. On est chanceux, là, on est placé là, avec la Norvège et la Suède dans le devant du peloton, dans le potentiel de décarbonification. Et pour le moment, notre croissance économique déjoue systématiquement tous nos efforts, ben, le peu d'efforts, en fait, je dirais, il déjoue les efforts. Puis il y a des tendances même, alors 3 tendances, moi, qui m'ont frappé. Dans le domaine des résidences, l'augmentation de la taille des résidences qui vient défaire le gain en efficacité énergétique. Dans les bâtiments institutionnels et commerciaux, même chose. La croissance de la superficie et du nombre de mètres carrés. En absolu, on a un taux de croissance fulgurant du nombre de mètres carrés de surface qu'on doit chauffer au gaz naturel qui est plus rapide que la croissance de notre économie. Ça, c'est, bon, vous le voyez, là, regardez à tous les coins d'autoroute, les immenses centres de power center, mais c'est de ça dont on parle, qui vient défaire donc les troisièmes pressions dans le domaine des automobiles. Donc, on sait, les automobiles, il y a une croissance plus rapide du nombre d'automobiles que du nombre d'habitants au Québec, mais en plus, c'est la norme VUS qui est en train de s'imposer au Québec. On est en retard par rapport au reste de l'Amérique du Nord. On n'avait pas embarqué dans la norme VUS, mais là, depuis 3-4 ans, on a embarqué à fond la caisse. Les gens au Québec pouvaient être fiers. Il y a plus de pick-up par habitant et de VUS dans la région de Québec qu'en Estrie, en campagne. Capitale nationale, là, et votre taux de croissance est un des plus importants au Québec. Non, mais c'est pas pour rien, après que vous avez la campagne municipale que vous avez avec l'espèce de parti, le troisième lien, ça, là. C'est sûr que quand je regardais le taux de croissance, là, attends, ici, là, il était vraiment... Vous avez un taux, c'est ça, le taux de VUS est 35%. C'est un char sur 3, c'est un VUS dans la région de Québec, capitale nationale. Ben non, en Estrie, on est à 32. Mais sauf qu'on est en campagne, au moins. Mais... Donc, on a beau avoir des moteurs plus efficaces, c'est pas, et là, c'est pas à nous d'avoir honte, là. Essayez de ne pas acheter un VUS. Allez dans le concessionnaire, là, puis dites, je veux acheter un auto, puis essayez d'enlever votre conscience écologiste, puis essayez d'être un citoyen ordinaire. Moi, je vais acheter. Vous allez voir que, en termes de financement, en termes de rabais à l'achat, en termes de valeur de revente de votre véhicule, tout va vous pousser vers le VUS parce que les constructeurs font bien plus de profit sur un VUS qu'ils font sur un automobile. Et donc, du point de vue de l'industrie, il y a un incitatif à vendre les produits. Et donc, elles vont investir beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour vendre des VUS. Donc, c'est pas juste que nous, on n'est pas correct, là. Il faut arrêter de se culpabiliser tout le temps, là. Il y a des contraintes objectives auxquelles on fait face. On n'est pas tous en religion. Il y en a certains d'entre nous qui le sont en religion, puis mais il y a des gens qui ont le droit de juste se dire, ben, je suis un consommateur ordinaire, puis dans cette situation de consommateur ordinaire, tu te fais canaliser vers le VUS. Et donc, je ne pense pas que c'est un trait culturel, c'est un atavisme des gens de Québec. Non. Moi, je pense que c'est une région urbaine où il y a beaucoup d'autoroutes, et donc il y a une forte demande en automobile, et c'est possible d'avoir un VUS ici, compte tenu probablement du taux de banlieue versus le taux de la densité, en fait, du l'enjeu de densité. Mais bon, je m'avance peut-être dans des... L'autre, en termes de consommation de pétrole, moi, ça m'a vraiment frappé. Transport personnel, donc 47% du pétrole en transport, 37% en marchandises. Autobus et train, 0,7% du pétrole. Dans le secteur quand on prend le secteur du transport, puis on dit le pétrole dans le secteur du transport, la partie qui s'en va
en transport des personnes. La partie qui s'en va en marchandises, puis ce qui reste pour les autobus et les trains. 0,7. Dans la région de Québec? Là? Non. Au Québec au complet. Au Québec. L'énergie qu'on dépense en transport. On prend là la tarte, il y a la tarte, toute l'énergie qu'on dépense. Là, tu prends la tranche, ce qu'on a besoin pour se transporter les choses et se transporter. Dans cette tarte-là, tu as 37 marchandises, tu as 47 nous, les corps des êtres humains, et tu as, t'as d'autres choses après, là, et tu as 0,7 transport, pas intra-urbain, transport interurbain, autobus et train, puis transport intra-urbain. Avec le bas? Non, je fait mes devoirs jusque-là. Mais ça nous donne une idée, donc, de... Un petit peu, juste pour être clair, ça compte, c'est le transport autobus intra-urbain. Interurbain, pas intra-urbain. Okay. Je le mets à part. Non, non, c'est ce qui enlève des chars sur les autoroutes. 0,7. Train et autobus. Donc, on comprend que si on veut atteindre nos cibles, ben, le 56 d'énergie qu'on utilise, il faut qu'il disparaisse. Ah, puis, on peut se dire, oui, puis, non, il va disparaître, mais comment? C'est ça, puis là, je voulais terminer là-dessus. Comment on va le faire disparaître? Alors, il y a des gens qui disent, ben, c'est facile, on va électrifier tout. On va électrifier tout. On va garder le même mode de vie, mais on va juste tout électrifier. OK, il me semble qu'on électrifie. Ça veut dire quoi? On fait des nouveaux barrages? On redirige ce qu'on utilise actuellement. 28 de... Alors là, je ne veux pas dire des niaiseries, là, j'ai toujours peur de dire des niaiseries. Le secteur industriel gobe 35 de notre énergie. 28 de ce 35 s'en va dans les alumineries. C'est essentiellement l'électricité. C'est 150 pétajoules, c'est à peu près 10 de l'énergie que consomme le Québec, c'est le secteur de l'aluminium. Donc, il y en a là du gisement d'électricité, mais ça veut dire de fermer des jobs qui s'en vont. Là. Donc, tu sais, il va y avoir des arbitrages énergétiques. Là. Tout ça pour vous dire que la transition, de manière non naïve, non jovialiste, c'est une descente énergétique qui implique donc des choix importants en termes de changement de mode de vie, de changement d'occupation du territoire, de changement de règles de fonctionnement de l'économie, puis je vais peut-être terminer là-dessus. Moi, j'appelle ça la décroissance, puis je peux vous parler en long et en large de ce que ça peut impliquer. Mais cette descente énergétique va impliquer, selon moi, de défaire des forces qui nous maintiennent des forces structurelles qui nous maintiennent dans la trajectoire de dépendance sur les énergies fossiles. Et défaire ces mécanismes-là, ça va être un conflit politique important, je pense. Je dirais ça juste comme ça. Et ne pas affronter cette question-là, ne pas affronter le lien entre la croissance, entre le besoin en énergie d'une économie qui croît, c'est, je pense, se mettre la tête dans le sable. C'est ces questions-là qu'on va devoir commencer à se poser, qui selon moi, je pense que les autres gens qui vont participer au cycle de conférence vont les aborder, dont Harvey en particulier. Je vais peut-être juste rapidement 2-3 petites idées de conclusion. Donc, sur le plan métabolique, sur le plan du métabolisme énergétique de nos sociétés, il y a deux choses. Il faut que le flux d'énergie qu'on absorbe descende, et ce radicalement. Au Québec, si on ne veut pas faire pousser des centrales au gaz en Nouvelle-Angleterre, en coupant nos exportations, il va falloir faire avec l'électricité qu'on génère actuellement. Donc, au niveau du flux, il va falloir apprendre à vivre avec à peu près la moitié de l'énergie qu'on consomme actuellement. Peut-être un peu plus avec une révolution du solaire, mais je suis un peu dubitatif sur les gains immenses, puis je vais revenir sur ça dans quelques minutes. Au niveau de la dynamique de stock, il va falloir aller vers des infrastructures collectives beaucoup plus passives, beaucoup plus moins exigeantes sur le plan technologique. Le hic avec ce type de système-là, ce type d'infrastructure-là, les bâtiments, les modes de transport,
la façon de produire, les façons de générer des aliments. Tout ça va devoir être des structures beaucoup plus passives sur le plan énergétique. C'est des solutions souvent low-tech qui demandent plus de main-d'œuvre, plus de force de travail, plus de temps de travail, et qui génèrent moins de rente pour les grandes entreprises qui contrôlent la R&D, qui ont moins de rente technologique. Et donc, ça va à l'encontre de tendances très profondes dans notre économie où on a des grandes entreprises qui, elles, quand elles sont devant un problème écologique, pensent en termes de rente technologique. C'est quoi les bidules que je peux inventer, que je peux breveter, que je peux entretenir, que je peux vendre, que je peux venir réparer, qui vont permettre de rendre plus efficace sur le plan énergétique ou sur le plan écologique tel système. Ça, c'est payant pour l'entreprise. De dire comment je peux bâtir un bâtiment que j'ai plus besoin de le toucher pour les 50 prochaines années, puis qui consomme à peu près rien, ça, c'est pas payant. Parce qu'une fois que tu l'as fait, il n'y a plus rien à faire. Et donc là, il y a un problème, c'est qu'il y a un biais inscrit dans notre économie qui est d'aller vers l'activité, les systèmes actifs plutôt que vers les systèmes passifs. Et là, donc, on a, je pense, une contradiction. Alors, si on va vers les systèmes actifs, moi, j'appelle ça un peu la piège de la modernisation écologique de notre économie. C'est sûr que parler de modernisation écologique, c'est le fun avec... tout le monde est content qu'on parle de ça. On dit aux syndicats, création d'emplois, on dit aux entreprises des opportunités, des marchés à conquérir, vous allez aller en Chine, vous allez... Mais en même temps, la modernisation écologique, donc, elle a selon moi, trois problèmes. Le premier problème, c'est les coûts des systèmes actifs dont j'ai parlé, les coûts cachés qu'on va découvrir des systèmes actifs. C'est l'effet rebond, finalement. C'est que tous ces... Prenons l'automobile électrique. C'est quoi le coût caché? Mais c'est le lithium. C'est quoi le deuxième coût caché? Bien là, la quantité de fils. Imaginez là, une ville avec tout le monde qui sont en char électrique. La quantité de fils, de bornes, de ci, de ça. Donc c'est le fun, ça, parce qu'on peut installer des bornes. Donc, on a toujours un effet rebond. Et on a toujours, avec les systèmes actifs, on déplace toujours la charge sur quelqu'un d'autre. Le déplacement de la charge lithium, c'est où? Bien, ça va être vraiment sur la Bolivie. Ça va devenir une immense mine à ciel ouvert où on va extraire le lithium. Donc, effet rebond. Deuxièmement, les systèmes actifs, les systèmes de modernisation écologique ont cette fâcheuse tendance d'être capturés par la croissance économique et plutôt que de remplacer, de s'ajouter. C'est pas tant qu'on va remplacer qu'on va avoir cette nouvelle technologie qui va exister à côté de l'autre technologie. Et finalement, la troisième piège, c'est que les modernisations écologiques souvent ont ce défaut d'être une force d'inertie dans la mesure où elle rassure, elle dit « tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin, tu peux continuer à faire comme tu as toujours fait avant. C'est juste que ton outil va être différent. Ton objet va être différent, ton linge va venir d'ailleurs, ta bouffe va venir. Donc, ça reporte à plus tard les changements les plus fondamentaux. Donc, bref, pour ces trois raisons-là, je suis assez sceptique sur les solutions en termes de modernisation écologique, même si, et ça va être un peu contradictoire ce que je veux dire, même si je crois qu'on doit quand même continuer à inciter à ce qu'elles existent, parce qu'au moins, ça permet de développer des alternatives. Qu'une société bâtie sur des règles différentes pourra peut-être appliquer. Même si je demeure quand même assez sceptique sur un paquet sur certaines gammes de ces solutions. J'arrêterai là-dessus. Donc, pour moi, la transition passe nécessairement par une réflexion sur la décroissance. Cette réflexion-là, elle a trois dimensions. Je le disais tantôt, je vais le répéter, puis ça va être en conclusion. Une dimension économique, c'est quoi les rapports économiques qui incitent une économie à croître et comment on peut les défaire. Une réflexion politique, c'est quoi les compromis politiques bâtis sur la croissance, comment on peut les défaire. Et une réflexion culturelle, c'est quoi dans notre culture, dans nos valeurs, dans la façon dont notre société se projette dans le temps et dans l'espace, quels sont les mécanismes qui finalement incitent à l'accélération et à la croissance.
et comment on peut les défaire. Pour empêcher que ces trois mécanismes politiques, économiques et culturels de la croissance s'emparent de la transition écologique et finalement arriment la transition écologique à la croissance, qui serait probablement la pire affaire pour eux. Parce que, puis ça je termine là-dessus, parce que peut-être qu'on va réussir avec la modernisation écologique à ce monde-là. Peut-être. Mais on a l'effondrement de la biodiversité, on a le cycle du phosphore planétaire qui est complètement déréglé, on a le cycle de l'azote sur une base planétaire qui est complètement déréglé, on a la perte de des forêts, on a l'effondrement des espèces marines. Tout ça vient avec le type de croissance qu'on a. Et les mécanismes de modernisation écologique qui permettraient peut-être de faire ce chemin-là vont probablement accélérer les impacts sur la biodiversité, sur la productivité marine, sur le cycle du phosphore, sur le cycle de l'azote. Et donc la gamme de problèmes est plus large. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir une réponse qui défait cette machine de croissance. Puis bon, comment ça se ferait concrètement? J'ai plein d'idées là-dessus, mais je pense que je préfère en discuter avec vous. Merci.